Bonjour, alors que les derniers Haussiens rentrent de vacances en ce week-end classé rouge dans le sens des retours, alors que le Tour de France a bizarrement pris ses quartiers dans le sud de l'Hexagone à une date inédite mais tant attendue, le cœur des fans du cyclisme de Nouvelle-Aquitaine bat au rythme de son tour, le Tour du Poitou-Charentes, 34e du nom. Cette année, le TPC, comme on le surnomme affectueusement, innove. Sa quatrième étape, un contre-la-montre individuel, devient la troisième manche de la Coupe de France, FDJ. Une première historique pour l'épreuve, présidée par le dévoué Alain Clouet, mais qui fait suite aux décisions prises par la Ligue nationale de cyclisme de réorganiser toutes les épreuves de la Coupe de France FDJ à cause de la crise sanitaire sans précédent que nous sommes en train de vivre. Le président de la LNC, Arnaud Platel, nous explique pourquoi et comment ces décisions ont été prises pour faire perdurer la compétition qui en est à sa 29e édition. Arnaud Platel, après le confinement, au vu de la situation sanitaire, comment la Ligue nationale de cyclisme s'est réorganisée pour faire perdurer cette Coupe de France? Ouais, travailler de manière solidaire. On a échangé entre tous les acteurs de la Ligue, les coureurs, les organisateurs et les groupes sportifs. Donc il a fallu se réinventer parce que le confinement a eu pour conséquence de perdre un certain nombre d'épreuves. On était parti au début de la saison avec 16 manches de la Coupe de France, dont 9 directs. Donc c'était une très belle saison pour nous. Et là, le résultat du confinement fait qu'on a été obligé de se réinventer puisqu'on perdait plus de la moitié de nos épreuves. Et on a réimpliqué tout le monde pour savoir ce qu'on pouvait faire. On a surtout eu un élan de solidarité, notamment de la part de certains organisateurs, à la fois ceux qui étaient victimes des annulations obligatoires liées au confinement, mais aussi d'autres organisateurs qui pensaient déjà au fait de refaire un calendrier derrière. Et toute cette dynamique a fait qu'on a réussi à introduire de nouvelles épreuves et de nouveaux concepts. C'est un peu l'année du renouveau et l'année des tests. Alors on va dire que la situation sanitaire va changer beaucoup de choses dans le monde en général et notamment au sein de la Ligue nationale du cyclisme. Est-ce que le fait d'ajouter des épreuves au sein de courses par étapes, c'est quelque chose qui peut perdurer? Alors c'est quelque chose qui doit se réfléchir en tous les cas. On rappelle que la Coupe de France a été créée au départ pour les épreuves d'un jour, pour créer une dynamique au sein de ces épreuves qui ont entre guillemets que pour objectif d'être remportées par un coureur. Donc le fait qu'il y ait des classements annexes, la Coupe de France, le général, les jeunes et le par équipe fait qu'on donne des motifs supplémentaires aux équipes qui seraient éventuellement à 10 minutes des hommes de tête de revenir et d'aller se battre pour une troisième, une quatrième, une cinquième place au final. Donc la réflexion, c'est aussi de se dire au final, si on met ces épreuves par étapes, on ne doit pas non plus les dénaturer. Donc il faut qu'on ait des réflexions comme on a eu avec les organisateurs de la route d'Occitanie et ceux du Tour Poitou-Charentes. Comment faire pour introduire leur épreuve dans la Coupe de France. Et c'est par le fruit des échanges que, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, qu'on a réussi à faire quelque chose de nouveau et peut-être un concept qui peut perdurer. Alors au niveau des concepts et des nouveautés aussi, il y a le fait qu'il y ait cette année, dès 2020, un contre-la-montre individuel. Comment est née cette réflexion? Assez simplement. On a fait très vite le constat et on le fait un peu chaque année en se disant que la Coupe de France est faite pour les sprinteurs, que le vélo est fait de plein de spécialités et qu'il faudrait peut-être réfléchir aussi à les mettre en avant via la Coupe de France. Donc ça a été très simple, une simple et banale réflexion durant une réunion qui a fait mûrir l'idée et qu'on a poussé jusqu'au bout avec aujourd'hui sur le Tour Poitou-Charentes ce contre-la-montre qui est une belle réussite au niveau sportif. Notamment avec tout le public qu'il peut y avoir sur le bord des routes. On a aussi fait le même constat avec la route d'Occitanie où la problématique c'était que c'était la première. La première étape était Coupe de France et ça donnait un élan à tout le cyclisme pro-français et j'espère qu'en ce mois de septembre on pourra aussi constater les bienfaits des efforts de nos organisateurs durant ce mois d'août qui a été un gros mois d'août pour nos équipes et nos coureurs en espérant que ça ait pu leur permettre de préparer au mieux le tour. Et donc la saison n'est pas encore finie, la Coupe de France n'est pas encore terminée, elle n'a toujours pas donné son verdict. Avant de voir le résumé là, du contre-la-montre individuel du Tour du Poitou-Charentes, comment vous jugez finalement cette année, vos propres décisions aussi?
Les GG, on fera les comptes au final, puisque c'est quand même sur la dernière manche où on verra s'il y a eu un intérêt, s'il y a eu vraiment un combat entre guillemets sportif et si on a atteint notre objectif, puisque au final on n'aura quand même que la moitié de nos épreuves. Voir aussi avec notre partenaire si ça l'a intéressé, puisqu'on est allé aussi toucher des nouveaux territoires qu'on ne touchait pas initialement. Donc c'est tout un travail qu'il faudra faire et un bilan avec l'ensemble des acteurs, la presse aussi, Eurosport, notre partenaire, et on fera les comptes au final. Et ben voilà, tant qu'on n'a pas passé la ligne, rien n'est fini. Exactement. Il y a un mois déjà, la route d'Occitanie accueillait pour la première fois une manche de la Coupe de France pendant une course à étapes. Après la victoire de Cosnefroy au Grand Prix La Marseillaise en janvier, c'est le sprinter nantais Brian Coquard qui levait les bras à Cazaux-le-Lébezier et prenait la tête de l'épreuve. Cette troisième manche attribuera donc 50 points au vainqueur de cette quatrième étape du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Au vu du tracé proposé par les organisateurs, seul un gros rouleur, capable d'amener un énorme braquet pendant les 22 km 500 au pays du Futuroscope sur les communes de Chasseneuil-du-Poitou et Genêt-Marigny, pourront remporter la victoire. Pas de difficultés majeures, pas de partie très technique, ce parcours est véritablement dessiné pour les spécialistes du genre. Pourtant, les coureurs s'étaient levés aux aurores pour une demi-étape en ligne quelques heures avant le chrono. Si Sander Armé a remporté l'étape, Arnaud Démare a confortablement géré la situation. Il est leader du classement général et partira donc en dernier cet après-midi. Ce matin j'ai quand même mal aux pattes, donc je vais voir comment ça va. Après, c'est vrai que partir à 9h30 comme ça, c'est assez tôt. On a quand même pas mal de transferts et tout, donc il y a la fatigue qui s'accumule avec les compétitions que j'ai enchaînées. Mais voilà, il reste 2 courses à mon programme avant de couper, cet après-midi et demain. Donc voilà, je vais donner tout ce que j'ai. Alexis Goujard, en forme depuis la reprise des courses, est un des favoris pour la victoire d'étape. Son équipe AG2R La Mondiale est aussi leader au classement par équipe de la Coupe de France. Une double motivation pour le rouleur normand. Moi, le chrono, c'est une discipline que j'aime beaucoup. Après, il y a du monde au départ, mais après on va essayer d'aller chercher des points, c'est clair, c'est important pour de la Coupe de France. Après le classement de la Coupe de France cette année il est un peu compromis on va dire, mais on va faire le maximum pour aller chercher un maximum de points. On a aussi Sylvain qui va vite au chrono, donc il y a moyen de marquer beaucoup de points aujourd'hui sur le chrono. On va me donner le maximum. Le principal ça va être aussi le classement général de la course ici. Après sur le chrono, si on fait le maximum, on pourra ne pas être trop loin et marquer un maximum de points. Et le premier vrai chronomane à s'élancer occupait les profondeurs du classement général et est donc logiquement parti dans les premiers. Il s'agit de l'anglais Harry Tanfield, coéquipier de Goujard au sein de la formation AG2R La Mondiale. Le jeune homme de 25 ans, originaire de Yorkshire, a débuté sa carrière sur les pistes du Royaume. En 2018, il est devenu champion d'Angleterre de la poursuite individuelle, une véritable consécration dans la meilleure nation mondiale de l'exercice. Quelques mois plus tard, il va remporter la première étape du Tour du Yorkshire, un moment émouvant pour lui, le régional de l'étape. Cette victoire est à l'heure actuelle sa seule et unique victoire professionnelle, mais quelle victoire! Il sera un des 5 rescapés de l'échappée matinale. Il règle le sprint avec ses 5 compagnons, le peloton venant mourir sur eux 5 secondes plus tard. L'an passé, il était dans les rangs de l'équipe Katusha. Il n'y restera qu'une seule année. Vincent Lavenu, Fleurbon, la bonne affaire. Il signe pour 2 ans dans l'équipe savoyarde. À l'arrivée, il réalise le meilleur temps. Il parcourt les 22 km 500 en 26 minutes et 41 secondes. Et Tanfield restera longtemps le leader de cette étape. Jusqu'à ce que l'Américain Will Barta de l'équipe CCC ne vienne le battre pour 4 petites secondes. Et ce résultat est loin d'être surprenant pour les connaisseurs. Barta avait fini le contre-la-montre de l'exigeant Tour de Romandie à la 7e place l'année dernière. Puis vient le tour d'Alexis Goujard. Il reste à peine 30 coureurs à s'élancer. Il y a une semaine, il avait prouvé sa bonne forme en terminant le championnat de France de Grand Champ à la 13e place.
La veille de ce chrono, il faisait partie des échappés de la deuxième étape. L'homme de 27 ans, né à Rouen, avait probablement une idée derrière la tête. Cette sortie aux avant-postes de la course était un moyen très certainement de se tester et de tourner les jambes avant le grand rendez-vous du jour. Coureur complet, rouleur, puncher, sprinter dans des arrivées avec des petits groupes, il a déjà remporté 11 victoires professionnelles, dont une inoubliable victoire d'étape sur la Vuelta en 2015, et en solitaire s'il vous plaît. Au départ de ce 34e Tour du Poitou-Charentes, il avait pointé ce contre-la-montre individuel et en avait fait un objectif. 3e au temps intermédiaire, il finit en boulet de canon et vient battre Barta pour 20 secondes. Une performance XXL. Et 10 minutes après Goujard, c'est au tour de Yann Garrison de s'élancer dans la campagne de la Vienne autour du célèbre Futuroscope. Son maillot attire l'œil et pour cause, l'américain de l'Armada Deceuninck Quick-Step porte la tunique de champion des États-Unis du contre-la-montre. Pour cause de Covid-19, l'homme de 22 ans étrenne sa combinaison depuis juin l'année dernière, réussissant l'exploit de devenir en 7 jours champion espoir et élite de l'épreuve chronométrée. Quelques mois plus tard, il obtiendra une médaille de bronze dans la même épreuve des moins de 23 ans, mais au championnat du monde cette fois. Garçon précoce, il remporte une étape du Tour du Beauce, solide course américaine à seulement 19 ans. Outre ses capacités de rouleur, le géant de Géorgie, 1,93 m sous la toise, est aussi très à l'aise sur les pavés. En signant avec Patrick Lefebvre, il a mis tous les atouts de son côté pour réaliser son rêve, devenir le premier américain à remporter Paris-Roubaix. Malheureusement pour lui, ce chrono ne sera pas celui de sa première victoire pro sur le sol européen. Jamais dans le rythme, il finira à la 74e place. Et si ce vainqueur final était celui qui est parti juste après Garrison, à savoir le Tchèque Josef Černý de l'équipe CCC. S'il y a un rouleur en forme en ce moment, c'est bien lui. Il y a une semaine, il vient de remporter son deuxième titre de champion de République tchèque du contre-la-montre. Âgé de 27 ans, le Pragois est un équipier modèle qui prend sa chance dans l'effort solitaire et contre le temps. C'est déjà sa 9e saison professionnelle et l'an dernier, pour son premier grand tour au Giro d'Italie, il a fini 6e du chrono, battant des garçons comme Nibali, Roglic ou encore Van Emden. Dis-moi qui tu bats, je te dirai qui tu es. Auteur d'une performance de premier plan, Černý passe la ligne à la première place, battant Goujard de 16 secondes. Alors que personne n'arrive à battre l'impressionnant Černý, c'est au tour de Benjamin Thomas de s'élancer. Le Tarnais de 24 ans est un sacré rouleur et un sacré pistard. Cette année, il a remporté sa 2e couronne mondiale de l'Omnium sur le vélodrome de Berlin, après celle glanée en 2017, l'année même où il fut aussi sacré champion du monde de l'américaine. Dans les rangs de l'équipe Groupama FDJ depuis 4 ans, il fait figure d'ancien. L'année dernière, il est devenu champion de France du contre-la-montre et il vient de finir 2e il y a une semaine. 6e du général au départ, Thomas sait qu'il a une belle carte à jouer. Et s'il réalise une grosse performance cet après-midi, il peut se rapprocher du podium et, pourquoi pas, espérer sa première course à étapes. Concentré, appliqué, il tourne parfaitement les jambes pour emmener un gros braquet. Régulier tout au long du chrono, il pointe à la 6e place de l'intermédiaire et termine les 22 km 500 à une excellente et prometteuse 5e place. Donc, arrivée de Benjamin Thomas, 3e temps. Et celui qui s'élance avec ce beau maillot orange, 2 minutes après Benjamin Thomas, est probablement celui dont le nom a le plus circulé parmi les suiveurs lorsqu'il fallait cocher le nom du vainqueur de ce contre-la-montre. L'Américain de 30 ans de l'équipe CCC, double champion du chrono de son pays, est un coureur très complet. Costaud, expérimenté, professionnel depuis 11 ans, il connaît les rouages d'un circuit roulant comme celui-ci. 4e du classement général au départ, grâce aux secondes de bonification prises lors de l'échappée de la première étape, il se donne à fond pour espérer monter sur le podium et recevoir ainsi le bouquet promis au vainqueur. Malheureusement, jamais dans le rythme, il perd du temps au premier intermédiaire. Il ne parvient à battre ni Černý ni Goujard et pointe à la 3e place provisoire avant les départs de Dillier et Desmar. Joey Roscoff, le grand américain qui réalise le 3e temps. Et justement, le voici, le Suisse Sylvain Dillier, ancien coéquipier de Roscoff chez BMC, désormais sociétaire de la formation AG2R, la mondiale.
Le vainqueur d'étape sur le Giro en 2017 et deuxième de Paris-Roubaix en 2018, tout le monde s'en souvient, n'est pas un pur rouleur mais motivé par l'enjeu, il est capable de réaliser un exploit sur ce parcours plat. Comme il l'avait fait à la Route du Sud en 2017 quand il s'était battu jusqu'au bout pour conserver sa place de leader devant Richard Carapaz pour remporter la course occitane pour seulement 7 petites secondes. Il y a 2 ans, il avait déjà remporté une épreuve de la Coupe de France, à savoir la route Adélie de Vitré, et aimerait bien prendre les 50 points du vainqueur d'une manche. Cependant, cette fois, point d'exploit pour Dillier, il finira 18e, 1 minute 05 derrière le vainqueur. Et le dernier à partir n'est pas le président du jury que l'on voit sur ces images, mais bien Arnaud Démare que l'on suit en ce moment. L'homme qui ne laisse que des miettes à ses adversaires. Depuis le début de la deuxième partie de la saison, c'est-à-dire celle d'après-confinement, il a levé les bras 5 fois sur 9 courses disputées. C'est l'homme à battre de la saison. Vainqueur de Milan-San Remo, de 2 étapes du Tour de France, il a déjà remporté un contre-la-montre individuel et c'était justement ici, au Tour du Poitou-Charentes, il y a 2 ans. Alors, pourquoi pas rêver et se dire qu'il est capable de battre les purs rouleurs. Vainqueur des 2 premières étapes cette année, il s'est fait piéger par Sander Armé le matin lors de la demi-étape, mais qu'importe, s'il veut remporter le général, il doit faire mieux que limiter la casse cet après-midi. Il doit être absolument capable de rivaliser avec les spécialistes du genre. Pourtant, au premier intermédiaire, il a déjà du retard. La question est de savoir s'il est à la peine ou s'il a débuté doucement pour accélérer dans la deuxième partie. Et la réponse ne se fait pas attendre longtemps. Lorsqu'il déboule au bout de la ligne droite, il fait jeu égal avec les meilleurs, il passe la ligne, alors qu'il a 21 secondes de retard sur Cerny, le vainqueur final. Mais ces 21 secondes de retard sur l'intouchable tchèque le hisse tout de même à la 3e place de l'étape, un exploit majeur. Et le vainqueur de cette étape, c'est donc le tchèque Cerny, qui reçoit le bouquet tant promis et tant attendu de vainqueur. Et dans ce contre-la-montre, comptant pour la 3e manche de la Coupe de France, le vainqueur est donc Joseph Cerny devant Alexis Goujard, Arnaud Démare 3e. A noter la belle performance de Thibaut Garnalec 6e à seulement 27 secondes. C'était mon objectif numéro 1 après ma grande forme et après mon titre au championnat tchèque la semaine passée. Je savais que j'avais de grandes choses à faire, j'avais vraiment à cœur de réussir quelque chose ici. Et donc forcément je suis excité et très heureux. Même s'il est un peu déçu d'avoir perdu son maillot de leader au classement général, Arnaud Démare peut être satisfait de sa performance aujourd'hui. Je pensais que le chrono allait être plus difficile que ça parce que voilà, il me faisait vraiment peur, j'étais courbaturé et tout. Puis finalement j'ai bien récupéré, j'ai fait un bel échauffement et puis l'entrée de jeu, je sentais que j'étais dans le match. Je me suis fait plaisir aussi avec le nouveau vélo de l'équipe à disque. Voilà, c'est la première fois que je roulais avec aujourd'hui. Donc c'était tout nouveau, je sentais que ça fusait bien. Je suis assez loin je crois au premier temps intermédiaire, mais j'étais un peu sur la réserve. Voilà, on sait que j'en fais pas souvent des chronos. Et puis à la fin j'ai senti que je pouvais pousser plus et donc j'en ai mis mais trop tard. Et voilà, pour une seconde c'est dommage, mais voilà, demain on va se battre pour récupérer le maillot. Grâce à sa victoire, Joseph Cerny prend donc la tête du classement général de la Coupe de France. Il devance donc Brian Coquard et Benoît Cosnefroy, les 2 vainqueurs des 2 premières manches. Alexis Goujard pointe à la 4e place. Merci de nous avoir suivis pour cette 3e manche de la Coupe de France. Rendez-vous la semaine prochaine pour la 4e manche au Tour du Doubs. À bientôt.